La France est toujours un acteur majeur du commerce international. Ouais. Les BRICS vont dépasser l'Europe en termes d'importance dans le commerce mondial. Vrai. Le projet des routes de la soie va aboutir. Oui. Le commerce international est incompatible avec la transition écologique. Non. Bonjour Isabelle Méjean, Bonjour. vous êtes économiste de profession spécialisée sur les questions de commerce international. Actuellement, vous êtes professeur d'économie à Sciences Po Paris, sans oublier que vous avez été élu meilleur jeune économiste de France par Le Monde et le Cercle des économistes en 2020, et vous êtes membre du Conseil d'analyse économique. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ActuEco. Alors aujourd'hui, on va traiter des questions de commerce international, votre spécialité, en dressant tout d'abord le tableau de cette réalité économique avant de se pencher sur la composition future du commerce international. Alors pour entrer dans le vif du sujet, on est témoin depuis plus de 15 ans de chocs exogènes qui ont laissé des traces sur les échanges mondiaux. D'abord la crise financière, puis la pandémie du Covid-19 et plus récemment l'invasion de l'Ukraine. Alors toutes ces grandes crises, elles sous-tendent toujours l'enjeu du commerce international et de son évolution par le biais de son possible essoufflement et la nécessité potentielle de relocaliser les industries pour retrouver une souveraineté industrielle qui aurait été perdue au travers les évolutions de la mondialisation. Alors, ce sera l'objet de notre première partie sur la mondialisation et l'état du commerce international aujourd'hui. Est-ce qu'on arrive au début de la fin de la mondialisation ? Alors, est-ce qu'on arrive au début de la fin? Je ne sais pas. Si on regarde un peu peut-être les tendances longues du commerce international, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'ouverture, la phase actuelle, elle a commencé en fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un certain nombre de pays se sont ouverts au commerce mondial. Et depuis, on a eu une augmentation un peu tendancielle du taux d'ouverture commerciale mondiale, avec 2 décennies qui sont un peu atypiques, c'est les années 90-2000, qui sont vraiment une phase d'hypermondialisation, où on a une accélération très très rapide de la mondialisation. Cette hypermondialisation, elle se termine avec la crise financière que vous avez mentionnée, et depuis, on a une structure du commerce qui est assez stable finalement, donc pas de démondialisation, on ne voit pas grand-chose dans les données. Peut-être l'élément le plus marquant des dernières années, c'est pas tellement ni la crise Covid, ni la crise financière, ni l'invasion de l'Ukraine par la Russie du point de vue du commerce international, c'est la guerre sino-américaine, la guerre commerciale sino-américaine, qui a conduit à une reconfiguration partielle de la structure du commerce entre les États-Unis et la Chine. Mais on ne peut pas affirmer qu'on est vraiment arrivé à la fin de ce boom des échanges mondiaux. Non, si on regarde aujourd'hui vraiment les données, le taux d'ouverture mondial, donc c'est le ratio du commerce mondial au PIB mondial, il est à un niveau qui n'a jamais été atteint par le passé en fait. Donc on n'est vraiment pas du tout dans une phase de démondialisation comme on peut l'entendre souvent. D'accord. Et la France dans ce phénomène, est-ce qu'elle joue plus un rôle majeur ou mineur dans ces échanges mondiaux ? La France a finalement jamais été une très grosse puissance exportatrice, ni un pays très déficitaire du point de vue du commerce mondial. Donc c'est un pays qui a très longtemps eu un déficit courant nul, un équilibre sur la balance courante, avec plutôt un excédent commercial sur les services. On est plutôt des exportateurs nets de services et plutôt un déficit net sur la balance des biens, mais les deux s'équilibrent plus ou moins. Aujourd'hui, on a une détérioration peut-être un petit peu du déficit commercial qui pourrait indiquer un basculement, mais ça reste encore un pays qui est plutôt moyen, disons, dans le paysage du commerce international mondial. Mais au niveau des dynamiques européennes, la France est quand même bien implantée au sein des échanges européens ou... La France, le commerce est très corrélé à la taille d'un pays, donc le PIB est un assez gros déterminant finalement du commerce, parce que les pays qui sont gros, c'est les pays qui vont avoir tendance à consommer beaucoup, donc à importer beaucoup, et puis aussi à exporter beaucoup. Donc en Europe, finalement, la situation française, elle se rapproche de plus en plus de la situation des pays du sud de l'Europe, c'est-à-dire des pays qui sont en déficit courant vis-à-vis du reste de l'Europe, et en particulier du nord de l'Europe, l'Allemagne étant le premier pays avec lequel on a un déficit commercial. D'accord. Et toutefois, il y a quand même des enjeux qui ont été posés, notamment on a vu avec la crise des masques pendant le Covid-19, cette idée de relocalisation, parce qu'on aurait perdu une souveraineté industrielle. Est-ce que la relocalisation, c'est une solution miracle pour résoudre tous les maux de la mondialisation ? Oui, c'est des sujets dont on a beaucoup parlé pendant la crise Covid, puisque la crise Covid, elle a mis en avant quelque chose qui était finalement assez bien connu.
c'est que dans une économie qui est très mondialisée, et notamment dans l'économie qui s'est configurée pendant la période d'hypermondialisation des années 90-2000, le commerce international s'est beaucoup organisé autour de chaînes de valeur mondiales, c'est-à-dire une organisation de la production où on va produire des petits morceaux de biens dans différents pays et échanger au sein de ces chaînes de valeur mondiales des composants, des bouts d'élastique pour les masques, des filtres, etc. Et donc ça, c'est des manières de produire qui sont extrêmement efficaces, qui ont permis de gagner beaucoup en termes de pouvoir d'achat, mais qui sont, on va dire, pas très résilientes au choc, parce que ça demande une organisation qui est assez complexe. Et donc quand il y a, disons, un grain de sable dans ces chaînes de valeur mondiale, on va facilement avoir des difficultés à réorganiser la production. Donc on a vu ça beaucoup dans la période post-Covid, où on avait des difficultés à s'approvisionner sur certains points très très précis des chaînes de valeur. Et donc ces désorganisations finalement ont conduit à se demander si les risques associés aux chaînes de valeur n'étaient pas dominants sur les bénéfices, et c'est ce qui a conduit à de très nombreuses discussions autour des enjeux de résilience des chaînes de valeur et de souveraineté. Je sépare les deux parce que la question de la souveraineté, elle est un tout petit peu différente. La question de la résilience, c'est vraiment cette idée qu'on veut une manière de produire qui est assez résiliente au choc, qui réagit bien même dans des périodes avec des chocs importants. La souveraineté, c'est une question plus presque de sécurité économique. Ça concerne certains types de biens pour lesquels on se dit qu'on veut avoir un minimum de production ou de stock à tout point du temps, parce que c'est des produits pour lesquels des manques ou une difficulté à s'approvisionner peut avoir un coût particulièrement important. C'est par exemple le cas dans la pharmacie où historiquement on a des gestions de stock pour s'assurer d'un minimum de stock à tout point du temps. Justement, pour cette réorganisation stratégique, est-ce que c'est la commande publique qui pourrait être le levier en stimulant le carnet d'adresses, les emplois et en réduisant l'impact écologique des activités? Alors ça, c'est ce qu'on entend souvent, mais en fait, c'est vraiment une solution qui est complètement inexistante, parce qu'en fait, quand on regarde la structure de la commande publique, elle est extrêmement dominée par les biens domestiques. Et ça, c'est en partie dû au fait que la plupart des choses qui sont consommées par la puissance publique sont en fait des biens qui sont très peu échangeables. Donc, effectivement, les administrations vont acheter, des ordinateurs à l'étranger. Effectivement, ces ordinateurs ne sont pas achetés localement, mais dans la commande publique, ça représente une infime partie de ce qu'on consomme. Et en fait, quand on regarde globalement la structure de la commande publique, elle est beaucoup moins ouverte au commerce international que la consommation générale. Après, ça ne veut pas dire que ces enjeux de commande publique ne sont pas importants. Typiquement, dans le domaine de la défense, on a déjà des politiques de sécurité nationale qui font que toute la chaîne de valeur dans la défense est complètement réglementée par la commande publique. Et c'est d'ailleurs pour ça, sans doute, qu'on a des difficultés à produire beaucoup plus d'armes quand on en a besoin, comme c'est le cas en ce moment, parce qu'il y a des rigidités très importantes sur ces structures de production qui sont liées au fait que on ne peut pas, quand on est un producteur de munitions, on ne peut pas augmenter la production très facilement à cause de toutes les rigidités liées à la sécurité nationale et aux enjeux de commande publique dans ce domaine. D'accord. Alors, vous avez parlé de munitions, ça fait une très belle transition parce que maintenant, si on dézoome et qu'on s'intéresse aux conflits géopolitiques qui vont impacter le commerce international, on a vu l'invasion de l'Ukraine, mais aussi ce qui se passe actuellement à Gaza et au Liban. Quel est leur impact et aussi leur temporalité? On a beaucoup entendu dire que l'augmentation des prix des matières premières, c'était l'Ukraine. Est-ce qu'on peut mesurer cet impact et aussi cette temporalité des crises? Alors, il y a plein d'éléments dans votre question, c'est assez compliqué à répondre, donc peut-être on peut regarder ça du point de vue un peu court terme et long terme. Donc, à court terme, ce genre de conflit, c'est des événements qui vont avoir un impact très important sur les entreprises, donc les acteurs du commerce international qui sont directement exposés à ces chocs. Donc, par exemple, quand la Russie
quand la Russie envahit l'Ukraine, immédiatement il y a un enjeu de sanctions internationales qui vise à réduire la capacité géopolitique de la Russie, mais qui a des conséquences directes pour les entreprises qui, par mauvais calcul économique ou par malchance, se sont retrouvées exposées à ces sanctions. On peut penser par exemple à Renault qui s'est retrouvé à devoir très rapidement désinvestir la Russie, ce qui a été très coûteux du point de vue financier. Donc une entreprise qui est exposée directement à un conflit géopolitique va potentiellement subir des coûts qui sont très très importants, et encore une fois notamment parce que souvent le coût associé à ces conflits géopolitiques, c'est un coût de désinvestissement. Quand on investit, quand on participe, quand on s'inscrit dans des chaînes de valeur mondiale, il y a des investissements très très importants qui sont faits, et ces investissements, une fois qu'ils sont payés, ils sont très difficiles à désengager. Ça a un coût économique très important. Un autre exemple d'un impact direct des conflits géopolitiques sur les entreprises du commerce mondial, c'est ce qui se passe aujourd'hui en mer Rouge, c'est les attaques des outils qui visent spécifiquement les cargos maritimes, qui conduisent à une reconfiguration du trafic maritime mondial avec une reconfiguration via le cap de Bonne-Espérance qui induit des coûts importants pour les entreprises, notamment les entreprises de logistique et les entreprises qui les utilisent. Donc ça, c'est un peu le court terme, c'est un peu, disons presque la faute à pas de chance, c'est-à-dire il y a certaines entreprises qui ont fait certains choix économiques et qui se retrouvent via ces choix économiques à être directement confrontées à un coût économique majeur, c'est vraiment ce qu'on va appeler en économie des risques extrêmes, c'est-à-dire se faire complètement exproprier de son entreprise, ou bien couler un bateau, etc. Et après, il y a tout ce qui concerne le long terme, et là, le long terme, c'est beaucoup plus difficile de calculer un peu le coût économique, parce que ça dépend complètement, évidemment, de l'évolution des conflits, mais aussi de la manière dont ces conflits vont changer les comportements des entreprises, et aussi les politiques commerciales mondiales. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux sur ces questions, essayer de réfléchir à, par exemple, quel serait le coût pour un pays comme l'Allemagne, les États-Unis, de se désengager du marché chinois pour se couvrir contre de risques potentiels liés à des risques géopolitiques. Et donc ça, c'est évidemment très compliqué. Ça nécessite de réfléchir un peu à comment on se désengage. Est-ce que ça veut dire qu'on se coupe complètement au marché chinois, ou bien est-ce qu'on va choisir certains points des chaînes de valeur sur lesquels on pense qu'il y a des vulnérabilités qui sont plus importantes. Mais parce que c'est aussi toute cette question des conflits géopolitiques, ça sous-tend l'enjeu de pacification des échanges internationaux. Il y a une théorie assez prégnante qui est au plus les échanges commerciaux sont présents, au moins les risques de conflit vont advenir. Est-ce qu'on peut penser que c'est toujours le cas aujourd'hui, ou alors ça, c'est vraiment une vieille idée, c'est une idée qui date de Montesquieu, c'est la théorie du doux commerce. Donc Montesquieu expliquait qu'en fait, l'interdépendance commerciale, le fait de développer des liens de commerce international entre des pays est une source de pacification. Et l'idée est très très simple et assez vraie finalement du point de vue économique. Et cette idée, c'est que quand on dépend l'un de l'autre économiquement, on va avoir un coût à entrer dans des conflits géopolitiques plus importants, et donc on va finalement arriver plus facilement à des accords géopolitiques que dans une situation où on n'a pas ces interdépendances commerciales. Cette idée, elle est là depuis très très longtemps, mais en fait maintenant on la teste très bien du point de vue vraiment économétrique et avec des outils beaucoup plus avancés. Donc il y a un papier qui date déjà d'une dizaine d'années qui revisitait spécifiquement cette question en regardant finalement historiquement sur tout un échantillon de conflits armés si la probabilité d'un conflit armé est lié systématiquement à la structure des échanges. Et ce qui montrait, à la fois théoriquement et empiriquement, c'est que en fait c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que les échanges, c'est pas des relations bilatérales, c'est pas les échanges de vin et de draps de Ricardo il y a 2 siècles. Aujourd'hui, les échanges, c'est ces chaînes de valeur mondiale qui donnent des interdépendances qui sont multilatérales. En fait, on n'est pas juste interdépendant d'un pays avec l'autre. Mais en fait, le commerce s'est développé du point de vue multilatéral, et ce multilatéralisme, paradoxalement, il va réduire l'effet pacificateur du commerce, parce que ça veut dire que quand je suis développée, quand je suis intégrée globalement avec d'autres pays,
à la marge, être en conflit avec un pays, ça va être moins coûteux parce que je peux me réaligner vers un autre pays. Et pour être un peu plus concret, c'est exactement ce qu'on a vu dans le cas russe. Ouais. Les sanctions russes sont efficaces au sens où elles coûtent à l'économie russe, mais une des raisons pour lesquelles l'efficacité est moindre que ce qu'on aurait pu anticiper, c'est que typiquement, les Russes, quand ils ont perdu l'accès à des importations originaires d'Europe ou des États-Unis, ont pu se tourner vers la Chine et faire ce qu'on appelle une diversion du commerce vers des pays amis. Et ça, typiquement, c'est exactement ce qui est prédit par la théorie, c'est-à-dire le fait que cet argument de doux commerce est particulièrement vrai quand on a une interdépendance bilatérale et moins quand on a des interdépendances qui sont multilatérales. Et ça permet aussi de réfléchir à ce qu'on voit aujourd'hui dans le contexte États-Unis-Chine. Ce que j'ai dit tout à l'heure, un des faits marquants du commerce international récent, c'est vraiment ce conflit entre les États-Unis et la Chine. Quand vous regardez la structure du commerce entre les États-Unis et la Chine, c'est assez intéressant de voir que c'est des pays qui se sont intégrés l'un à l'autre. La Chine est devenue le premier exportateur mondial, donc nécessairement, et aussi une puissance importatrice majeure. Donc ça a conduit à une augmentation des interdépendances entre tous les pays du monde et la Chine. Mais quand on regarde la relation bilatérale États-Unis-Chine, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, dans les années fin 2000, début 2010, les États-Unis se sont plus ouverts à la Chine que l'inverse. Donc il y a eu une modification de la structure d'interdépendance bilatérale qui a finalement détérioré la situation géopolitique pour les États-Unis, parce que là où avant la Chine avait beaucoup à perdre à un conflit armé ou géopolitique avec les États-Unis, aujourd'hui l'interdépendance et le basculement de ces interdépendances fait que finalement les États-Unis se retrouvent en situation défavorable par rapport à la Chine. Et donc ça permet de comprendre aussi pourquoi est-ce que l'état d'esprit des États-Unis vis-à-vis du libre-échange et de l'ouverture à la Chine a pu basculer dans ces années, autour des années 2000-2010, et arriver avec ce paroxysme, si vous voulez, au moment de la guerre commerciale sino-américaine. D'accord, très bien, on a compris un peu les enjeux qui sous-tendent ces relations nouvelles entre la Chine et les États-Unis. Et au niveau international, enfin vraiment mondial plutôt, on évoque souvent, ou plutôt on évoquait souvent l'existence d'une triade pour expliquer les dynamiques du commerce international, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie de l'Est. Est-ce que cette triade elle est encore pertinente pour analyser le commerce international, ou d'autres acteurs comme l'Inde et l'Afrique tendent à remplacer cette triade? Aujourd'hui, si vous regardez la structure du commerce, cette espèce de réflexion par bloc, elle reste pertinente parce qu'on a 3 gros blocs en termes de demande mondiale. C'est le bloc nord-américain, l'Union européenne, et puis un bloc autour du Japon et de la Chine. Aujourd'hui, la Chine étant un gros relais de croissance sur cette zone du monde. Encore une fois, le commerce se développe beaucoup autour des pays qui sont en croissance. Et donc, aujourd'hui, le ralentissement de la Chine, de la croissance en Chine, la très faible croissance en Europe, font que c'est des zones qui, finalement, vont décroître en termes de poids dans le commerce mondial. Et donc, la question, j'aime pas trop parler de prospective, parce que c'est pas trop mon travail, mais disons, quelque chose qui est assez facile à prédire, c'est que les zones de commerce du futur sont les zones où il y aura de la croissance. Donc, est-ce que l'Afrique va finalement émerger en termes de croissance? Ça reste très incertain. Aujourd'hui, on voit quand même que la croissance reste faible dans ces pays, malgré des fondamentaux en termes de démographie, etc., qui sont très intéressants. Mais pour l'instant, c'est quand même des pays qui ont une croissance qui reste faible. Si demain, l'Afrique réussit à avoir un bond en termes de croissance, c'est certain que le commerce va se refigurer autour de ces zones-là. Et de la même manière, la Chine s'est développée très fortement dans les années 90-2000 grâce à une exportation, à une croissance, à un modèle de croissance tiré par l'exportation, mais aussi parce que c'est un pays qui s'est ouvert au commerce mondial avec une demande importante qui a permis à plein d'entreprises, on pense par exemple en Europe à l'Allemagne, qui a beaucoup développé ses parts de marché dans un marché qui est par définition très important. Donc l'Inde, même chose, c'est un pays énorme et donc qui
avec suffisamment de croissance, va attirer à la fois les entreprises qui vont investir, les investissements directs à l'étranger et plus généralement un pays qui va se développer du point de vue commercial. Très bien, merci pour ces explications. On va passer à la deuxième partie qui consiste à analyser un peu les enjeux écologiques qui sous-tendent le commerce international. Qui dit échange, dit émission de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est possible, ou plutôt comment le commerce international peut s'adapter aux exigences de la transition écologique ? Alors d'abord, le commerce international s'y adapte déjà. Ce qui est important de garder en tête, c'est que les enjeux écologiques sont des enjeux globaux. On le sait, le changement climatique concerne tout le monde. Il n'y a pas d'émissions locales. Les émissions locales contribuent au réchauffement climatique de manière globale. Donc c'est un problème qui, par définition, est international. Mais jusqu'ici, c'est un problème qui n'a été traité que par des politiques nationales. En l'absence d'une coordination internationale sur ces enjeux, aujourd'hui, on a des politiques environnementales nationales qui affectent et régulent la manière dont on produit dans un pays. Et ça, par définition, ça a des conséquences sur le commerce mondial. Donc, si on réfléchit aux grandes politique, on peut réfléchir à la taxe carbone européenne, à la taxe carbone chinoise. Aujourd'hui, la Chine a une politique environnementale très très active sur ces questions-là. Le Inflation Reduction Act, c'est une politique environnementale très forte aux États-Unis. Ces trois grandes politiques ont des conséquences à la fois évidemment sur les émissions globales, mais aussi sur la structure du commerce international. Donc peut-être juste pour donner un exemple, c'est basé sur des choses sur lesquelles je travaille, on peut regarder ce qui s'est passé avec les marchés de carbone européens, donc le marché ETS en Europe. C'est une politique qui a été introduite en 2005, qui consiste à taxer le carbone émis en Europe de manière uniforme sur toute la zone Union européenne. Ça a conduit à une réduction très importante des émissions dans les secteurs qui sont concernés. Mais par définition, ce genre de politique a un inconvénient, c'est ce qu'on appelle les fuites de carbone, c'est-à-dire le fait que les entreprises qui sont taxées en Europe peuvent avoir incitation à aller chercher ailleurs des produits qui sont taxés sur le sol domestique. Et du coup, on a fait un travail économétrique récemment là-dessus avec mes co-auteurs et on montre exactement ça. On montre que dans les années 2010 et avec une accélération forte après 2015, on observe que les entreprises qui sont des utilisateurs des produits qui sont taxés en Europe via les marchés ETS, donc les utilisateurs de produits chimiques, de produits céramiques, de produits métallurgiques, ont de plus en plus augmenté leurs approvisionnements de ces produits-là via des importations depuis des marchés qui ne sont pas couverts par les marchés ETS. Donc, c'est des évidences en faveur de cette idée de fuite de carbone. Est-ce que ça veut dire que la politique est mauvaise ? Non, évidemment, parce que ça conduit quand même à une baisse des émissions. À partir du moment où ces produits sont plus chers, les entreprises se mettent à produire différemment et ça réduit globalement l'empreinte écologique de ces productions. Mais ces fuites de carbone, elles réduisent l'efficacité de ce type de politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Europe va mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui est destiné justement à réduire ces problèmes de fuite de carbone. Mais est-ce que l'Europe, ça reste toujours la meilleure échelle pour régler ces problèmes, ou on ne peut pas penser à l'OMC ou alors passer par une COP pour vraiment avoir ces exigences écologiques ? Si, idéalement, c'est ce sur quoi j'ai commencé. Le problème étant global, la solution globale est, disons, le first best, si vous voulez, donc la meilleure solution possible. Il se trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à mettre en place un peu, ponctuellement, le protocole de Kyoto, par exemple, c'est un exemple d'une politique internationale qui a permis de manière très importante de réduire les émissions liées au gaz aérosols. Les COP sont des organisations internationales qui visent à faciliter cette harmonisation et cette coordination des politiques environnementales. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'aujourd'hui, tout ça n'est pas suffisant. Rien de tout ça n'est suffisant. Les politiques européennes ne sont pas suffisantes. Les politiques nationales ne sont pas suffisantes. Et donc, du coup, évidemment, dans un monde parfait, on arriverait à se coordonner et je pense qu'il faut toujours essayer et réfléchir à des mécanismes de coordination internationale.
Mais en l'absence de ces mécanismes, il faut aussi réfléchir à d'autres solutions. Et par exemple, combiner des taxes carbone avec des ajustements carbone aux frontières, c'est pas idéal, ça pose d'autres problèmes, peut-être qu'il y aura des fuites de carbone ailleurs, mais ça permet de traiter le problème. Et encore une fois, et je pense que ça reste quand même toujours ce qu'on doit mettre en avant quand on réfléchit à ces questions-là. De toute façon, on sait que rien de tout ce qu'on fait n'est suffisant. Donc, il n'y a pas à se dire, oui, cette politique-là, elle est peut-être un peu inefficace, etc. De toute façon, le pire qu'on peut faire, c'est de ne rien faire.